Yo les bros, c'est Goji et comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Wow, il s'en est passé des choses récemment entre le passage du cap des 60 000 abonnés et la sortie de la plus grosse théorie de ma chaîne à ce jour. C'était vraiment ouf. Je tiens carrément à vous remercier de votre soutien, de tous vos messages d'encouragement, de tous vos petits pouces bleus montrant que vous soutenez le travail que je fais. Je pense que vous pouvez pas vous rendre compte de l'importance de toutes ces petites choses, mais sachez que c'est une source de motivation sans pareil. Alors les amis, sincèrement, je vous remercie encore. Bon alors du coup aujourd'hui on se motive et fini les vacances, on reprend le sujet d'une vidéo que j'avais fait l'année dernière et qui vous a énormément plu. 5 techniques épiques dans One Piece. Dans la première vidéo, je m'étais consacré exclusivement sur les Mugiwara et toutes leurs techniques qui n'ont plus été vues depuis un bout de temps. Cette fois-ci, je me suis dit que j'allais me concentrer sur tous les personnages autres que les Mugi, car sinon je tournerais en rond. Je me suis laissé une difficulté dans cette vidéo, c'est de ne prendre que les techniques nommées, c'est-à-dire que vous n'y retrouverez pas de scènes de Barbe Blanche ou Mihawk, car leurs techniques ne sont pas nommées comme l'est le Hiken de Ace par exemple. Donc voilà, ça va être une vidéo très cool qui va vous faire rappeler à quel point certaines techniques sont juste épiques, tout en restant simples malgré le fait qu'elles ne soient pas utilisées par les Mugiwara. Dans tous les cas, vous pourrez voter comme d'habitude pour votre technique préférée. Je vous rappelle rapidement le procédé. Il faut cliquer sur l'icône i dans l'angle supérieur droit de la vidéo, ainsi vous accéderez au sondage. Ne le faites pas tout de suite, sinon vous allez être spoil par les réponses et par les techniques présentes dans la vidéo, ça serait dommage. Laissez un éventuel pouce bleu à la fin de la vidéo si celle-ci vous a plu, et j'ai envie de dire, commençons. Le Gamma Knife de Trafalgar Law. On commence fort avec le très puissant mais aussi très sous-estimé Trafalgar D. Waterloo. Alors personnellement, je n'aime pas spécialement ce personnage. Je sais que c'est dangereux à dire dans une vidéo car il est énormément apprécié par beaucoup de gens, mais personnellement, ça passe pas vraiment. Je sais pas, je dois sans doute avoir un mauvais instinct vis-à-vis de lui. Enfin bref, ça n'empêche pas le fait que je salue ses pouvoirs car une chose est sûre, il me surprend à chacun de ses combats. Autant avant l'ellipse, je le trouvais quelque peu limité comparé à ses rivaux Luffy et Kid sur l'archipel Sabaody. Autant après l'ellipse, il m'a carrément bluffé sur Punk Hazard. Cette facilité à couper une montagne entière dans sa largeur, sa supériorité écrasante face à Vergo qui pourtant possédait un kill l'armement d'une grande puissance. À ce moment-là, rien n'était suffisant pour résister au pouvoir de l'OPOP Nomi. Alors honnêtement, je ne connais pas les limites de ce fruit de démon car il a l'air de pouvoir plus ou moins trancher tout et n'importe quoi, et surtout car il peut utiliser un grand nombre de techniques et pouvoirs liés à la médecine, normal pour le OPOP Nomi. La technique qui m'a réellement fait kiffer est son Gamma Knife, qui est une référence à un appareil utilisé pour des traitements neurochirurgicaux, canalisant des rayonnements puissants et précis pour exterminer les saloperies de petites cellules cancéreuses. C'est dans son combat contre Doflamingo que le Gamma Knife est introduit. Je vous laisse juger de l'épicness de cette technique dès maintenant. Shambles. Ah, il n'y a pas à dire, hein, ça claque sévère. Et en plus d'être épique, cette technique est vraiment surpuissante. Si Doflamingo n'avait pas eu la faculté d'appliquer les premiers soins à ses propres organes vitaux grâce à son fruit, il est clair et net que les dégâts subis sur le long terme auraient été bien plus importants. Et peut-être même que Trafalgar aurait été le dit battant l'ancien dragon céleste, tout comme il avait prévu au début. Alors concernant l'origine de cette technique, je n'arrive pas trop à comprendre comment il la génère. En médecine, le Gamma Knife utilise des rayons gamma pour brûler les cellules cancéreuses. Et si Trafalgar Law parvient bel et bien à générer des rayons gamma, il pourrait vraiment développer d'autres techniques incroyablement puissantes à l'avenir. D'ailleurs, si on regarde un peu ses techniques offensives actuelles, il est loin d'être dégueulasse. Entre le Counter Shock qui électrocute l'adversaire en infligeant des dommages considérables et son Radio Knife empêchant son adversaire de se resouder pendant plusieurs minutes, il a de très bons outils pour faire face aux situations les plus compliquées. Du coup, j'imagine encore un meilleur développement chez Trafalgar Law. Son OPOP Nomi semble sans limite en plus d'être le premier fruit du démon connu à avoir une compétence unique et ultime. Je suis certain que ses prochaines attaques seront dévastatrices et qu'il reviendra dans une prochaine vidéo des 5 techniques les plus épiques de One Piece. Cavendish et Akuba. Alors j'en ai parlé déjà plus ou moins souvent dans mes vidéos, mais je ne porte pas spécialement l'arc de Dressrosa de mon cœur. J'en suis pas vraiment si fan. Or au début je le regardais via l'anime, et entre les hors-sujets, les épisodes à rallonge et j'en passe, je pense que le meilleur moyen de dégoûter quelqu'un de One Piece est de lui faire regarder le début de l'arc Dressrosa. La fin était cool avec le Gear Force et la flotte de Luffy, mais le début était d'une longueur interminable. Puis même le Colisée Corrida était long. Certes on a vu Sabo et une légende comme Don Shijao, ils nous ont offert quelques bons moments, mais ça restait plutôt rare.
Cependant, un seul personnage a, à mes yeux, redonné un certain intérêt à cette partie de l'arc, car un putain de gros mystère l'entourait et même si de base il n'est pas vraiment intéressant, ce qu'il cachait était vraiment énorme. Cavendish et son double maléfique Akuba. Alors on va se mettre d'accord sur un point, Cavendish a déjà une très grande force, mais quand le potentiel d'Akuba est libéré, il est inarrêtable. Je trouve que c'est ce qui manque dans certains personnages de One Piece, une sorte de forme de combat les rendant bien plus puissants que la normale, comme les guerres de Luffy ou les transformations animales des Zoan par exemple. Ce sont des power-ups instantanés, toujours très cool et épiques. Dans le cas de Cavendish, le plus intéressant est que finalement nous ne connaissons pas la réelle origine de son alter ego. C'est un mystère qui méritera bientôt une vidéo, je pense, car j'ai énormément de choses à dire à son sujet qui pourraient coïncider avec plusieurs de mes théories. Du coup, je pense qu'à l'avenir, Cavendish parviendra à s'accorder avec Akuba. Au lieu que ce dernier force son éveil en plongeant Cavendish dans un sommeil, eh bien les deux s'entendraient pour se battre ensemble. Suivant les situations, Akuba aurait le contrôle et sa vitesse incroyable l'aiderait à prendre l'avantage sur l'ennemi par exemple. Ou alors Cavendish prendrait le relais et infligerait des dégâts plus localisés et puissants. Enfin bref, il y a pas mal de choses intéressantes à faire autour de lui et je pense qu'Oda a déjà sa petite idée sur l'évolution de ce personnage. En tout cas, même s'il peut paraître désagréable au premier abord, Cavendish nous réserve encore de nombreux frissons durant ses futurs combats, vous verrez. L'Amaru Denner. Tiens donc, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de lui. Ou pas. L'ancien dieu du ciel, le grand Eneru. Je pense l'avoir dit à chaque fois que j'évoque ce personnage, mais la façon dans laquelle il a été vaincu par Luffy me dégoûte toujours autant. Non, parce que d'accord, admettons que le caoutchouc est la vraie faiblesse naturelle de la foudre. Le combat était totalement déséquilibré et Ener ne pouvait rien faire face à Luffy. Luffy ne prenait pas un chouïa de dégâts par la foudre d'Ener, alors qu'en toute logique, celle-ci pourrait au minimum brûler Luffy au niveau du point d'impact. Enfin bref, on va pas spécialement chercher une telle logique dans One Piece car on risquerait d'être déçu. C'est totalement normal que certains aspects scientifiques entre guillemets ne soient pas respectés. Et après tout, on s'en fout car Ener nous a malgré tout offert un sacré spectacle avec son Gorogoro no Mi. Nombreuses de ces techniques étaient d'une puissance incroyable et bien sûr le rendu visuel éveillait en nous un flot de fanboyisme aigu. La technique ultime d'Ener à mes yeux après le Reigo est son 200 millions de volts Amaru. Je vous laisse le plaisir de la savourer encore et encore. Eh mais on n'y voit pas une similitude avec le Gear Force par hasard. Exactement la même position, plus ou moins la même forme, le Amaru d'Ener et le Gear Force de Luffy sont vraiment similaires. Alors si on fait un peu des recherches, on découvre très vite que finalement Oda a simplement utilisé la mythologie japonaise pour créer le design de ces deux formes. Ener est Reijin, le dieu du tonnerre et des éclairs. Reconnaissable entre mille grâce au tambour qu'il possède sur son dos, Reijin est un démon qui crée le tonnerre en frappant sur ses tambours, qui est généralement associé à Fujin, son frère jumeau qui porte le vent dans un sac sur ses épaules. Alors je n'irai pas dire que Luffy incarne Fujin, mais vu qu'Oda a déclaré dans un SBS que le Gear Force est bien une référence à une divinité, c'est à se poser des questions. Il y a peut-être des petites théories cachées à découvrir derrière tout ça. C'est vraiment bien d'avoir ce genre de référence mythologique dans les transformations. Et il y a moyen que j'en reparle dans une autre vidéo aussi car Oda utilise énormément la mythologie dans One Piece et le sujet est vraiment ultra intéressant à traiter. Bref, j'espère que quand on reverra Ener, sa technique Amaru sera de nouveau utilisée pour notre plus grand bonheur. Le Bari-Bari no Pistol de Bartolomeo. Décidément, Dressrosa aura finalement apporté des bonnes choses à l'œuvre. J'ai peut-être un poil trop abusé tout à l'heure. Oui, car dans la liste des personnages cool introduits dans la flotte de Luffy, il y a quand même Bartolomeo. Ce type est littéralement le plus gros fanboy que Luffy peut avoir, lecteur compris. Le personnage est très drôle, attachant, et en plus de cela, il est plutôt puissant le bougre. Son Bari-Bari no Mi nous a montré plus d'une fois que malgré qu'il ait l'air d'un fruit du démon défensif au premier abord, il peut être redoutable si utilisé d'une façon plus offensive. Et bien évidemment, s'il est cité dans cette vidéo, c'est qu'une de ses techniques sort du lot. Cette technique est le Bari-Bari no Pistol, le plus bel hommage qu'il aurait pu faire à Luffy.
Alors ce qui est vraiment cool avec cette technique, c'est qu'il n'y a pas d'artifice particulier, pas de feu, pas de foudre ou autre effet de lumière et d'éléments rajoutés, juste un Bartholoméo qui prend d'énormes risques à utiliser son fruit du démon de la sorte, mais qu'il fait pourtant très bien. Le petit truc touchant, c'est que finalement, le Gomu Gomu no Pistol est la première technique que Luffy a appris avec son Gomu Gomu no Mi, et il s'est énormément entraîné pour la maîtriser comme il se doit. Et avec Bartholoméo, c'est plus ou moins la même chose. Il s'est entraîné corps et âme pour perfectionner cette technique. L'histoire ne dit cependant pas s'il s'agit de la première chose qu'il a appris avec son Baribari no Mi. Franchement, je ne pense pas qu'on reverra une fois encore une technique copiée sur un Mugiwara. Mais j'ai trouvé le concept tellement émouvant que je ne peux m'empêcher d'imaginer la fin de One Piece avec une autre vague de piraterie inspirée par les Mugi, reprendre des techniques de Sanji, Zoro, Usopp et j'en passe. Bon, en réalité, c'est très peu probable car si on prend exemple les Mugiwara, on peut voir qu'aucun d'entre eux n'a inspiré de techniques de leur modèle. À part peut-être Sanji qui a appris le combat avec les jambes par Zeph le Rouge, mais c'est tout. Non mais voilà, après tout, les jeunes épéistes s'entraînant dans le même dojo que Zoro pourraient très bien former un équipage uniquement composé d'adeptes du Santo Ryu, en hommage à leur idole. C'est pas tant improbable que ça finalement. Le Raging Tiger de Fujitora. Putain mais non, encore Dressrosa. Bon bah va falloir que je me fasse une idée, cet arc a finalement apporté pas mal de bonnes choses. Bon bref, tellement on pouvait s'y attendre d'un amiral, la puissance de Fujitora est incroyable. Reconnu par les plus forts personnages tels que Sabo ou Doflamingo, ses capacités à contrôler la gravité comme bon lui semble font partie des pouvoirs les plus destructeurs de One Piece. Au final, qui peut lui résister? Personne. Quelle pourrait être sa faiblesse? Bah aucune. À part Barbe Noire, ouais, mais je pense qu'il vaut mieux pas que ces deux-là s'affrontent au risque qu'un trou noir dévore la Terre. Paramecia, Logia, Zoan, rien ne peut résister à l'attraction de la gravité. Ce combo est d'autant plus destructeur car Fujitora peut contrôler la direction de sa gravité, que ce soit dans une petite zone localisée, à l'horizontale ou à la verticale. Une de ces techniques m'a d'ailleurs fait une très forte impression. Je parle bien évidemment de son Raging Tiger ou Moko en version originale. Franchement, c'est clairement l'une des techniques des amiraux dégageant le plus de puissance et de terreur. Mais comment voulez-vous esquiver la gravité? Il n'y a aucun moyen, pas d'autre choix que de la subir. Bien sûr, comment parler de la puissance et des techniques de Fujitora sans mentionner son attaque de météorite sur l'eau et Doflamingo rendant l'amiral le personnage à la plus grande portée d'attaque jamais vue dans One Piece. Après toutes ces démonstrations de puissance, la théorie la plus répandue est que finalement Fujitora ne possède pas lui-même le fruit de la gravité mais plutôt que ce soit son arme. À chaque attaque utilisant ses pouvoirs, il est obligé de dégainer son sabre ou de le sortir légèrement de son fourreau pour ensuite utiliser la gravité. Donc Vegapunk pourrait être derrière tout ça. Lors de la prise de pouvoir de Fujitora en tant qu'amiral, la marine lui aurait conféré ce fruit du démon, expliquant aussi pourquoi Fujitora, après avoir balancé la météore, dit qu'il était simplement en train de tester sa puissance. Comme s'il venait tout juste d'obtenir ses pouvoirs pour ajouter encore plus de force à ce personnage qu'il était déjà temps avant d'entrer dans la marine. Après c'est qu'une idée parmi tant d'autres, dans tous les cas je suis bien curieux de voir comment Fujitora va évoluer, que ce soit en termes de combat ou surtout dans sa relation avec les Mugi. Bon et bien voilà. Voici les techniques de personnages secondaires, si je puis dire, que je préfère. Du coup, comme je le disais en début de vidéo, c'est désormais à vous de voter. Normalement, vous savez comment faire, donc je vais pas vous refaire le tuto. En tout cas, je suis super content de reprendre les vidéos, les bros. Après cette longue pause d'une semaine de vacances, c'est parti pour tout déchirer et de revenir plus en forme que jamais. Une fois de plus, je vous remercie d'être tant présent et de montrer tous les jours votre soutien. Je vous invite à me rejoindre sur Twitter si vous voulez plus de proximité avec moi, mais aussi bien évidemment à vous abonner si ce n'est déjà fait pour être au courant de toutes les dernières vidéos sorties. Bon et bien les amis, je vous souhaite une bonne reprise et je vous dis à très bientôt. Peace.